Et si on parlait de ce qui se passe dans la tête des entrepreneurs, en laissant de côté les posts LinkedIn qui se veulent inspirants? Dans le podcast En Off, produit par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros, les entrepreneurs reviennent sur leur parcours et leur rapport à la santé mentale au travail. Sans tabou. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Ludovic Dujardin, cofondateur de Petit Bambou. Ludovic, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Anaïs. Tu es le cofondateur de Petit Bambou, l'app de méditation la plus connue de France. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour que l'on discute de ton parcours, mais surtout de ton quotidien d'entrepreneur. En préparant cet entretien, j'ai lu quelque chose que je ne savais pas du tout, c'est que l'aventure Petit Bambou a commencé par une page Facebook. Comment es-tu passé d'une page Facebook donc à une app qui compte aujourd'hui plus de 10 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices ? Alors en fait, c'est la rencontre avec mon associé qui a fait ça. On a fait évoluer ce projet de page Facebook qui était mon projet. J'étais toute seule sur cette aventure. Et en fait, cette page Facebook, c'était un projet qui était altruiste. C'était de réinviter les gens à kiffer les petits moments du quotidien. Et donc cette page a très bien fonctionné, puisqu'il y a presque 1 million de fans. Et en 2014, mon associé, donc, qui était un ami de longue date, est venu me voir en me disant « Mais tu sais, cette qualité de présence qu'on cultive aux petits moments du quotidien, si on y ajoute de la méditation, déjà on va donner beaucoup plus de puissance à ta communauté, et puis on va donner des moyens vraiment pour le faire, pour le réaliser. Et en plus, il y a une opportunité de marché sur la méditation. Et donc du coup, de ce projet altruiste, on pourra en faire notre projet professionnel et donc s'engager pleinement dans cette aventure sans avoir à avoir un boulot à côté. Et donc c'est mon associé qui est venu me parler de méditation par rapport à mon projet communautaire. Et donc c'est devenu une entreprise à ce moment-là. Tu es ingénieur de formation. Qu'est-ce qui t'a décidé à te lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors oui, effectivement, je suis ingénieur de formation et j'ai un parcours où j'ai voulu fuir l'ingénierie. J'ai 47 ans bientôt et je suis cette génération qui apprenait l'ingénierie au moment où tout le monde se moquait des informaticiens. Il y avait cette fameuse ritournelle ingénieur informaticien où tout le monde rigolait de ça. Et moi, ça m'avait affecté à l'époque en me disant moi j'aime bien ce métier et pour autant, il est socialement très critiqué. Et donc du coup, par conformisme social, j'ai voulu quitter l'ingénierie et donc je suis parti. Alors le choix va vous paraître étonnant, mais je suis parti dans la Silicon Valley pour faire autre chose que de l'ingénierie. C'est complètement pas naturel, mais bon, c'est comme ça. Et en rentrant de la Silicon Valley, je pense que j'avais été inspiré par pas mal de gens qui avaient créé leur entreprise et je me suis dit je vais dans mon parcours un jour il y aura de l'entrepreneuriat. Je suis rentré en France au bout d'1 an et demi. J'ai quand même eu un job salarié duquel je me suis fait virer au bout d'1 an et demi. Et après ça, j'ai commencé à créer des entreprises. Donc Petit Bambou, en fait, c'est la 7e entreprise que j'ai créée. Et en fait, j'aime bien dire que si Petit Bambou avait été la première, j'en aurais fait qu'une. C'est pas je saute d'aventure entrepreneuriale à aventure entrepreneuriale, c'est que je réalise des projets, puis quand je suis au bout du projet, soit parce qu'il n'a pas rencontré son marché, soit parce que le projet ne fait plus sens pour moi, et ben, là, dans ce cas-là, j'essaie de revendre et puis de confier le projet à quelqu'un d'autre et puis passer à l'aventure suivante. Mais Petit Bambou, ça correspond à quand même pas mal de choses que je pense que je voulais réaliser dans mon fort intérieur. Et donc, du coup, là, maintenant, ça fait 8 ans et il n'est pas question pour moi de faire un autre projet un jour. Et puis, il me nourrit beaucoup parce qu'en fait, il participe à l'éveil des consciences des gens. Et je suis apporté ma contribution à cette idée que le monde doit être plus conscient et quelque chose qui me réjouit beaucoup. Ça demande quoi pour toi d'être entrepreneur et de se lancer dans une aventure comme ça ? Si tu m'avais demandé ça quand j'avais 30 ans, je ne te répondrais pas la même chose que maintenant. Donc surtout, ne prenez pas ce que je dis pour une vérité. C'est ma propre vérité. Dans le fil directeur, je pense il faut avoir une sacrée capacité à la joie. Parce qu'en fait, les parcours entrepreneuriaux, c'est pas des lignes droites, c'est des grandes sinusoïdes de grand bonheur et puis de grands doutes, de peur, de succès. C'est-à-dire que même si c'est dur, j'aime bien me dire que quand c'est dur, c'est vivant. En fait, ce que moi je crois que je refuse, mais encore une fois, c'est une programmation personnelle et une construction personnelle. Je refuse la monotonie. Et donc, quand c'est dur, c'est vivant. Quand c'est une réussite, c'est vivant. J'aime bien tout intégrer dans la joie. Donc, il y aura une bonne proportion à la joie. Dans les traits caractéristiques des entrepreneurs que j'aime bien côtoyer, c'est des gens qui souvent ont une grande empathie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réussir tout seul. Donc en fait, on réussit avec des gens qui contribuent au même projet que le nôtre. Et nous-mêmes contribuons à un projet. C'est-à-dire que Petit Bambou, c'est le projet d'aider les gens à accéder à un niveau de conscience un peu plus... Enfin, d'améliorer leur niveau de conscience. Donc une grande empathie, de la compassion, parce qu'on est des êtres vivants, on est des êtres humains qui traversons des chemins de vie tous particuliers, tous magnifiques. Et donc aimer ça permet de s'entourer de gens qui vibrent sur la même réalisation. Et pour moi, c'est fondamental.
Je me demande quelle place, toi, tu accordes à ta santé mentale. Pour toi, pour tes équipes, est-ce qu'il y a des actions que tu as mises en place? Est-ce que utiliser Petit Bambou au quotidien est obligatoire ou pas? Alors, il y a plein de questions. Alors, là, je vais répondre à la plus simple. Non, c'est absolument pas obligatoire quand on travaille chez Petit Bambou d'utiliser Petit Bambou. C'est absolument pas obligatoire. En fait, tout ça, ça correspond à des chemins personnels. Et je ne veux surtout pas être un donneur de leçons en disant il faut le faire. Et d'ailleurs, même dans notre communication, dans la façon dont on parle de Petit Bambou au marché, on essaye au maximum, et j'espère qu'il n'y a pas trop d'effet de bord là-dessus, de dire de ne pas avoir d'injonction en disant utilisez-le, vous irez bien. Parce que déjà, c'est faux. Peut-être que vous irez bien, voilà, mais peut-être pas. Donc c'est votre décision. Donc évidemment, ça sert en interne. Et la question qui est un peu plus globale, c'est quelle place j'accorde moi à ma santé mentale? Immense, immensissime. Immensissime. Je pense que j'ai pas beaucoup d'autres réponses à donner que ça. Mais la santé mentale, donc c'est un grand sujet. C'est la connaissance de soi, être bien avec soi, qui est une quête, un chemin qui est fabuleux, mais qui est jamais debout. Donc je peux pas dire que je serais très prétentieux de dire que je suis arrivé au bout de ce chemin. Mais donc ma santé mentale, ça passe, moi, par une psychothérapie que je suis depuis 7 ans, qui était une psychothérapie plutôt curative au début, en disant que j'allais pas bien, donc j'ai été chercher de l'aide chez des thérapeutes, et qui maintenant est plutôt une thérapie de développement. C'est-à-dire que je pense que je vais plutôt bien en ce moment. Encore une fois, tout ça, c'est très fragile. Mais je continuerai cette psychothérapie pour aller à la rencontre de qui je suis, sachant que j'y arriverai pas, mais que ce chemin est magnifique. Donc c'est très intense. Je prends beaucoup soin aussi J'ai mis du temps à comprendre ça, l'importance du corporel. L'importance de la circulation d'énergie, ça fait un peu perché de dire ça, mais l'importance voilà, que ça se passe bien entre la tête et le corps, parce que s'il y a une phrase d'un philosophe que je déteste plus que tout au monde, la phrase pas le philosophe, c'est celle qui dit « je pense donc je suis », qui fait complètement abstraction d'autre chose que le cerveau, en fait. Donc je pense donc je suis, oui, mais je bouge donc je suis, oui, et je respire donc je suis, oui. Et donc prendre soin de son corps, c'est évidemment il y a les trucs tout simples, le sport, l'alimentation, enfin tout simple, le sport, l'alimentation, mais aussi des pratiques corporelles qui sont l'ostéopathie ou des choses comme ça, qui m'ont fait beaucoup de bien et qui sont marquées dans mon agenda. Enfin, il ne peut rien se passer que si j'ai une séance avec mon ostéopathe. Et est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu as une vie équilibrée grâce à tout ça? Alors, non, parce que je suis un être humain. Donc, j'ai une vie parfaitement déséquilibrée, parfaitement vivante. Ce qui est sûr, c'est que si je ne faisais pas tout ça, je pense que j'aurais une vie très déséquilibrée. Et j'aurais du mal à savoir qui je suis, où je vais, pourquoi je le fais, quel est le sens de mon action, à quoi je contribue. Je pense que j'aurais beaucoup de mal. Donc ça, je ne veux pas dire que c'est clair, parce que ce serait très prétentieux, mais il y a de la clarté qui arrive dans ce chemin-là. Encore une fois, là où j'en suis, dans 5 ans... J'aime bien, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, c'est une phrase aussi très bateau, mais qui est, il y a une seule chose qui ne change pas, c'est que tout change. Donc en fait, dire qu'on est Et j'aime bien cette notion d'équilibre d'ailleurs, parce que l'équilibre, il est toujours hyper précaire. Je marche sur un fil de ma vie, le fil, pour l'instant, j'arrive à peu près à marcher dessus en ce moment, mais peut-être que tu m'aurais parlé il y a 6 mois, ou dans 6 mois, je te dirais, oulala, je suis complètement perdu sur ce fil. Mais c'est très précaire, ça va changer. Ça va changer et j'espère que ça changera pour un nouvel équilibre parce que c'est ça que je recherche évidemment. Si tu pouvais revenir 10, 20 ans en arrière avec un conseil à donner à l'entrepreneur que tu étais à l'époque, lequel ce serait? Donc le conseil que je dirais à quelqu'un, c'est soyez un peu imprudent. Soyez un peu imprudent. Alors évidemment, la prudence... Si je vous dis soyez imprudent, sautez pas d'une falaise sans parachute, ça c'est très imprudent. Mais osez aller goûter le sel de la vie dans ce qui se passe dans l'imprudence. Voilà, n'ayez pas peur de ça, parce que déjà il faut ça pour entreprendre. Aucun entrepreneur sait s'il va réussir ou pas au début. Et je trouve que c'est parfaitement vivant cette imprudence. En tout cas pour moi, c'est là où je me sens vibrer, c'est là où, quand je suis plus en risque, quand je suis dans trop de confort, je m'endors en fait. Et je suis pas sûr que ça me fasse du bien. Alors que la société nous pousse à toujours plus de confort. Une plus grande télé, un plus grand canapé, une plus belle bagnole, je sais pas quoi, moins de déplacements, moins de tout ça. Alors qu'en fait, quand on est dans l'inconfort, c'est là où on trouve des ressources qui me font complètement vibrer, et c'est là où je trouve ma dopamine en fait, quelque part. C'est dans survivre à l'imprudence en trouvant son chemin. Mais est-ce que c'est le même conseil qui s'appliquerait à toi il y a 10 ans? Est-ce que tu penses que tu étais trop prudent à l'époque? Non. On ne peut pas dire que j'étais trop prudent à l'époque. J'ai quand même toujours pas mal pris de risques. Le conseil, qu'est-ce que je changerais moi dans le Ludovic d'il y a 10 ans? Le Ludovic d'il y a 10 ans dirait au Ludovic d'il y a encore plus longtemps, commence un chemin personnel.
Alors évidemment, c'est quelque chose qu'on apprend par les passages de vie. La transition de milieu de vie, qui est une très belle formulation de Christophe Fauré pour dire que c'est pas une crise de la quarantaine, en fait c'est une transition de milieu de vie. Et ça, se préparer à ça. Et en fait, tout le monde le dit, évidemment qu'on est programmé par nos parents, toutes nos figures d'autorité, peut-être par des concepts religieux auxquels on a adhéré, il y a plein de figures d'influence qui font ça. Et se préparer à se rencontrer soi dénué des programmations est quelque chose que si on ne se prépare pas, en fait, ça peut être assez violent. Et donc, ça devient une crise. Alors que si on se prépare à ça, ce que j'ai pas fait, donc je donne pas de leçons, attention, je dirais ça à Ludovic d'il y a 20 ans. Prépare-toi tout de suite à tout ça, pour que ça soit pas une crise, mais une transition harmonieuse. Est-ce que tu as une manière particulière de gérer ton équipe ? Est-ce que tu as un management spécifique que tu n'avais pas testé avant ? Alors oui, mais j'ai pas théorisé ça du tout. Ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens qui théorisent ça pour moi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui regardent Petit Bambou et qui regardent comment ça se passe et qui disent comment ça se fait que ça marche. Mais moi, donc j'ai qu'une réponse à ça et je tiens à ça très très fort. C'est tous ceux qui cherchent des conseils de management, de direction, de tout ça. Et pour moi, il n'y a qu'un mot, c'est faites-le au naturel. Faites-le avec qui vous êtes. Y a pas. Donc, moi, je viens d'une éducation Montessori. Et c'est très influent chez moi parce que j'ai adoré cette éducation scolaire Montessori. Donc, c'est basé sur l'envie. En fait, c'est qu'on a envie de réaliser. Donc, en fait, je laisse une immense liberté à tous ceux qui ont envie de. Enfin, je laisse. Ils prennent la liberté parce que je laisse rien. En fait, c'est eux qui la prennent. Mais la liberté de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire, ça a plein de vertus. Parce que quand on a envie de faire quelque chose, évidemment, on le fait mieux que quand on n'a pas envie. Donc, il y a très peu d'injonctions chez Petit Bambou dans mon management. Et moi, je veille simplement au cadre énergétique de ma société. J'aime bien ce terme de cadre énergétique parce qu'il ne veut pas dire grand-chose. Mais pour moi, comme il est plus ouvert que le système de valeurs. Le système de valeurs, c'est très ancré en disant nos valeurs, c'est la bienveillance, la gratitude. Tous ces mots qui presque perdent leur sens tellement ils ont été utilisés. Donc moi, je veille à ce cadre énergétique que j'ai posé chez Petit Bambou, dont je suis le créateur de ça, en fait, et je veille à ce que toutes les envies s'exercent dans ce cadre énergétique. Donc respect de l'autre, quoi qu'il arrive, respect du rythme de chacun, respect des événements de vie de chacun, voilà. Et alors, souvent on me rétorque parce que ça marche, donc je peux faire ça. Et en fait, c'est vrai. C'est vrai, c'est parce que ça marche que j'ai la liberté de faire ça. Donc j'engage tous ceux qui ont des entreprises qui fonctionnent bien, qui n'ont pas de problème financier, tout ça, à le faire. Parce que le problème, c'est que si on peut le faire et qu'on ne le fait pas, pour moi, on est presque criminel. Évidemment, si on ne peut pas payer ses salariés ou ses employés ou ses collaborateurs à la fin du mois, on réfléchit différemment parce qu'on est plutôt dans l'urgence. Mais tous ceux qui ne sont pas dans l'urgence, plutôt que d'aller chercher de cranter dans toujours plus de revenus, ce qui n'a finalement aucun sens, cranter dans la célébration des humains qui contribuent avec vous à votre projet. Et alors, quand tu parles de respect du rythme de vie, etc., c'est concrètement, il n'y a pas d'horaire. Ton équipe, en tout cas, fait ce qu'elle veut. Alors, de temps en temps, j'ai besoin de sentir cette énergie contributrice au projet auquel on contribue. Et s'il y a trop de liberté qui s'exerce en dehors de l'énergie contributrice, je dis, les gars, on est là pour ça quand même. Et donc, je rappelle cette mission, je rappelle cette volonté profonde de contribuer à notre mission. Et du coup, ça leur redonne envie aussi. Mais en fait, j'ai pas de souci avec ça. Quand je dis ça, ça arrive jamais, en fait, parce que les gens qui ont été recrutés, en fait, ils vibrent sur cette contribution qu'on apporte au monde, à la société, enfin, on met le mot qu'on veut, mais à notre communauté. Voilà, pour restreindre, pour pas être trop arrogant. Donc il n'y a pas ça. Très 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 peu d'injonctions chez Petit Bambou. Encore une fois, évidemment, on médite de temps en temps le midi. Viens qui veut. Si tu viens pas, tu viens pas. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui n'ont jamais médité, qui sont passionnés, par exemple, de développement informatique, et qui essaient de faire le produit le plus simple possible. Et ils n'ont pas besoin de méditer pour ça. En fait, et puis un jour, peut-être qu'ils y viendront ou pas. Mais le corollaire de ça, c'est que j'ai recruté des gens dont je sens l'énergie contributrice. C'est-à-dire qu'ils se disent, ah oui, j'ai envie de faire ça. J'ai vraiment envie de faire ça. Donc en fait, il n'y a personne qui dit comme un lundi au bureau, quoi. Ça n'existe pas, en fait. Je check de temps en temps, parce que j'ai quelques amis comme ça, en dehors de Petit Bambou, qui ont le blues du dimanche soir. Et moi, c'est quelque chose que je connais pas. Donc je regarde avec les gens qui travaillent avec moi. Et ils disent, non, le dimanche soir, on est pressé d'arriver lundi. C'est une chance formidable, hein. Mais écoute, je vis ça, tant mieux. Je sais pas qui je dois remercier pour ça. Mais en tout cas, c'est vraiment trop bien. Peut-être toi, déjà, en premier lieu. Est-ce qu'en tant que dirigeant, certaines situations sont plus inconfortables que d'autres ?
je sais pas, refuser une augmentation, virer quelqu'un? Alors, en 7 entreprises, j'ai licencié une personne parce que je pouvais plus la payer. Donc, en fait, elle était contente. Je lui ai dit, écoute, moi, je peux plus, là, la société marche pas. Est-ce que ça te va de partir? Et donc, elle m'a dit, bah, c'était pas mon choix, parce que moi, je voulais continuer, donc licencie-moi. Mais c'est la seule fois où c'est arrivé, et c'était il y a 15 ans. Elle s'appelle Anso, et Anso, si tu m'entends, je suis encore désolé de ne pas avoir réussi à faire créer suffisamment d'abondance. Mais on est encore en contact, et je l'aime beaucoup. Non, ce qui est inconfortable pour moi, c'est quand je suis ramené dans le monde atteint de sériosité, ce qui est un mot pas français, mais c'est dans le monde des gens sérieux. Et ça, c'est très compliqué pour moi. C'est-à-dire il existe un monde qu'on a vendu aux gens qui est le travail fort, quel que soit ce à quoi tu contribues, tu gagneras de l'argent. Je vais être très caricatural, attention. Tu auras une belle voiture, une belle montre, un statut social, et tu vas pouvoir dominer ton monde. Et ça, c'est pas mon monde du tout. Et ce monde-là, il est quand même très, très présent, notamment dans le monde de la finance, dans le monde du juridique, dans le monde... tout le monde n'est pas comme ça, hein, je me fais pas peu d'amis, ou dans le monde du conseil, du consulting à haut niveau, on presse les gens jusqu'à ce qu'ils se fassent des burn-out, peu importe ce qu'on abîme dans l'être humain et tout ça, pour peu qu'il y ait cette espèce de boulimie d'argent, de statut, de je sais pas quoi. Et évidemment, dans mon métier, vu la taille qu'a été un petit bambou, je dois côtoyer des gens comme ça, des banques d'affaires, des avocats, et c'est très difficile pour moi. Parce que c'est très difficile, c'est très inconfortable. Parce que je les comprends pas, ils me comprennent pas. C'est-à-dire que moi, je viens du monde du hard rock, donc je peux venir avec un et pas le monde du hard rock soft. Hein. Je viens du monde du hard rock un petit peu brutal. Et je peux avoir des chaussures de rock et un t-shirt avec des crânes partout pour aller voir un banquier. Et lui, je vois dans son regard je vais être un peu trivial, mais il me prend pour un tocard. Et moi, je ne comprends pas son monde non plus. Et donc, en fait, on n'arrive pas à collaborer au même... Enfin, on n'arrive pas, on finit par y arriver. Hein. Mais dans le respect du chemin de chacun, dans l'objectif commun. Parce qu'on n'a pas le même langage. Donc ça, c'est très inconfortable. On associe souvent entrepreneuriat et performance. Et cette course effrénée à donner toujours plus a même été, pendant très longtemps, un peu le maître étalon de la réussite dans la Startup Nation. Que t'évoque, toi, cette notion de performance? Quel rapport tu entretiens avec ce sujet? Alors, c'est encore une réponse qui va être un peu... je fais des longues réponses, hein, j'espère que tu n'as pas trop de questions, parce que sinon ils vont s'endormir derrière leurs écouteurs. Tout va très bien. Alors, j'ai un rapport très ambivalent avec ça. Je refuse la bataille du toujours plus. Je ne comprends pas ça. Donc si la performance amène au toujours plus, je ne comprends pas ça. La bataille du toujours plus, pour moi, par définition, on ne peut pas la gagner. Si on fait plus 15% sur une année, on ne va pas dire ok, c'est bon, on s'arrête. Non, quelqu'un va dire plus. Donc, et ça s'arrête jamais. Le modèle est comme ça. Et chez Petit Bambou, nos influences sociétales font que c'est ça aussi. Okay, donc j'ai essayé de résoudre mon équation parce que je me dis je peux pas jouer dans ce monde-là si jamais je refuse ça. Et en fait, la façon avec laquelle je suis à l'aise avec la performance, c'est la performance est une conséquence de notre volonté de servir ou de contribuer, comme la croissance est une conséquence de la justesse de nos actions. La justesse de nos actions par rapport à un marché. Et c'est très juste de ne pas croître si on fait si on fait quelque chose qui n'est pas juste pour la société. C'est très bien, c'est même sain. Donc performance comme conséquence de l'envie de contribuer, ça me va très bien. Performance pour la performance, pour moi, ça n'a aucun sens. Mais vraiment aucun sens. Et c'est pour ça que j'ai l'investisseur parfait pour ça, parce que je me souviens dans une conférence comme ça, j'avais dit un petit peu, et j'avais raison, mais je me suis dit, j'aurais pas dû le dire. Enfin, j'avais raison pour moi. Hein. J'ai pas dû le dire, j'ai dit, je n'ai pas d'objectif de croissance. C'est vrai. Je ne refuse pas du tout la croissance. C'est ce que je fais juste et rencontre son marché et que ça sert la mission, si tant est que la mission soit juste. Très bien. Donc, mais la croissance est une conséquence, pas un but. Et c'est très libérant, en fait. Hein. C'est très libérant de faire ça. Parce que du coup, on est axé sur sa propre énergie et pas sur des chiffres, en fait. Des chiffres. Et encore une fois, je ne refuse pas la croissance et je la souhaite. Parce que je souhaite qu'on soit à notre plein potentiel. C'est-à-dire que si Petit Bambou peut encore apporter beaucoup et un multiple de 5 entre maintenant et entre le nombre de personnes qui élèvent son niveau de conscience entre maintenant et l'année prochaine, je suis tellement ravi. Mais tellement ravi. C'est vraiment pas du tout... je ne suis pas du tout un apôtre de la stagnation. Et en même temps, si ce qu'on fait n'est pas juste et que je décroît de 20%, eh bien très bien.
très bien, c'est ce que j'ai fait, pas juste. Donc il faut que j'aille retravailler ma justesse et ma vibration sur ce projet. Donc c'est un rapport très ambivalent. Parce que performance, oui, il faut être performant, il faut être à son plein potentiel. Et je prends souvent comme exemple l'abbé Pierre. Si l'abbé Pierre aide un sans-abri, c'est dommage. C'est génial, mais c'est dommage. Il a une puissance de beaucoup plus que ça, donc il faut qu'il le fasse à pleine puissance et il faut qu'il soit performant dans sa capacité à réaliser. Par contre, si son objectif, c'est de faire 2 fois plus que l'année dernière ou machin et qu'il ne sait pas comment faire, ça n'a aucun sens. Donc à pleine puissance. Mais la croissance et la performance n'est pas un objectif, c'est la conséquence de notre vibration. Ton équipe doit être effectivement plus libérée. Il n'y a pas cette pression des chiffres. Absolument pas. Absolument pas. Mais on vient de recruter une responsable administrative et financière que j'aime beaucoup, mais elle arrive dans un monde, elle fait « Waouh, qu'est-ce que c'est c'est quoi le chiffre d'affaires l'année dernière ?» Je dis « J'en sais rien, en fait. À peu près ça. Et notre trésor, on a combien ?» J'en sais rien, en fait. Vraiment, j'en sais rien. Vraiment, c'est pas du tout une posture. Hein, c'est à peu près, quoi. Mais, et donc, pour les gens de chiffres habitués à être très précis, et elle est un peu perdue. Elle va m'aider. Du coup, j'ai besoin d'elle justement pour me repréciser les choses. Mais je lui reparle de ce qu'on fait, pas des résultats de ce qu'on fait. Encore une fois, je fais le malin là, mais c'est parce que j'ai de l'abondance que je peux me permettre de faire ça. Donc j'invite encore une fois, je l'ai déjà dit, mais ceux qui ont de l'abondance à penser plutôt comme ça, plutôt qu'à penser surabondance. Ils seront jamais heureux dans la bataille du toujours plus. On la perd toujours. Ou alors on peut se poser la réflexion de qu'est-ce qu'on fait de l'abondance. C'est-à-dire que si l'abondance devient une pression pour plus. Pour moi, ça finit par détruire le monde, à très grande échelle, hein, si on pousse le modèle mathématique. Si on utilise l'abondance pour célébrer l'humain, pour contribuer à notre mission, encore une fois, la limite de ça, c'est qu'il faut que la mission soit juste. Et je n'ai pas la prétention de dire que celle de Petit Bambou est juste. On me le dit et je le confronte ça, mais en tout cas, elle est peut-être juste maintenant. Elle ne sera peut-être pas juste dans 5 ans, parce que le monde aura changé. Bon, voilà, très bien, on ajustera. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'abondance ? Et si l'abondance amène encore plus, je pense qu'on se trompe. Si l'abondance amène quelque chose qui est plus harmonieux, à ce moment-là, on est dans le juste. Et on a parlé de la performance, mais il y a un autre mot qui est très important dans l'entrepreneuriat, peut-être trop d'ailleurs, la productivité. Quel est, toi, ton rapport à cette notion de productivité ? Et une deuxième question, parce que j'aime bien ça. Comment est-ce que tu réagis face aux ayatollahs de la productivité qui sévissent sur LinkedIn et en librairie ? Alors, la productivité, je ferai la même réponse que pour la croissance. C'est-à-dire que la productivité est une conséquence de l'harmonie entre ce que la personne est capable de produire, donc de ses compétences, et la mission qu'elle sert. Et donc, c'est une conséquence. Chercher la productivité, pour moi, c'est le monde du taylorisme, donc très bien, mais c'est pas le monde, comme tu disais, Startup Nation, en tout cas, c'est pas le monde de ma startup. Donc, je ne la recherche pas. Si je sens, par contre, qu'on est plus productif, je me dis, est-ce que ce qu'on fait est juste pour les gens ? Est-ce que c'est les bonnes personnes pour faire ce... Voilà. Si je n'ai pas le potentiel, et donc je parle de moi, hein, pas de mon équipe. Hein, si je n'ai pas le potentiel et donc je ne suis pas productif, faut que je me re-questionne sur pourquoi je fais ça, en fait. Voilà. Donc j'invite les gens, j'invite énergétiquement, parce que je ne sais pas par la parole que ça se passe, mais si vous n'êtes pas productif, changeons de projet. En fait, pas changer d'entreprise, mais changeons de projet au sein de l'entreprise. Donc la productivité, c'est une inadéquation entre la personne qui réalise quelque chose et le projet qu'on lui a imposé ou qu'elle s'est choisi, parce qu'elle peut aussi choisir un projet par sens du service et tout ça, mais qui est pas juste pour elle. Et donc réajuster ça pour que la productivité ne soit pas une question. Est-ce qu'être à la tête d'une entreprise spécialisée dans la méditation t'a rendu hermétique au stress ou pas du tout ? Alors non, ça m'a pas du tout rendu hermétique au stress, et la méditation n'est pas ça. La méditation, on dit « Ah, tu médites, t'es zen », c'est faux, c'est archi faux, c'est archi faux. La méditation rend présent. Et donc, présent au stress, ou présent à la joie, ou présent... voilà. Et c'est un long chemin, hein. C'est pas genre j'ai médité 2 fois, ça y est, j'ai amélioré ma qualité de présence sur tous les aspects de ma vie. C'est entièrement faux. Les gens pensent aussi que la méditation, c'est ne pas penser. Non, c'est être présent à ses pensées. Donc, et le fait de cultiver cette présence à ses pensées ou de présence à son stress peut avoir comme conséquence qu'on le vit mieux. Parce qu'on ne se laisse pas submerger complètement, on est présent à ça, on le vit comme il faut. On apprend à le vivre comme il faut le vivre avec qui on est. Donc non, le stress, non, je l'ai encore carrément. Ce qui m'a rendu plus détendu, c'est l'abondance. L'abondance de Petit Bambou, le fait que cette mission vibre, que ça fonctionne, que ça a rencontré son marché et tout ça, me donne une assise, mais ça c'est une assise très, très mécanique.
en fait, qui vient contrer peut-être des peurs qui touchent à la peur de la survie presque, du point de vue cérébral. Donc ça oui, mais la méditation, non, c'est pas ça. La méditation, c'est pas ça du tout. Méditer pour être présent à votre stress et pour être présent aussi à toutes ces choses qui se passent à côté du stress, parce que le stress a tendance à tout envahir en fait. Et à côté de ce stress, il y a peut-être ce sourire d'une personne que vous aimez bien qui se passe, une rencontre avec quelqu'un, il y a peut-être le regard de votre fils, il y a peut-être la petite phrase dite par quelqu'un. Voilà. Donc il y a du stress, mais tu arrives aussi à choper les autres petits moments qui du coup rendent ce stress moins handicapant. Ça empêche le stress d'envahir. Ça l'empêche pas d'être, ça l'empêche d'envahir. Et pour rester sur une notion proche du stress, comment est-ce que tu qualifierais ta charge mentale aujourd'hui, qu'elle soit pro ou perso ? Ouais, alors une grosse charge mentale. Parce que la responsabilité d'une entreprise, c'est une grosse charge. Si je me plains de ça, je ne suis pas juste, parce que je l'ai choisi. Vient avec ce développement de Petit Bambou, bah oui, cette charge qui est des problèmes administratifs, beaucoup de choses à régler, des responsabilités d'entrepreneur que je n'avais pas vues. Et je me suis dit, en fait, quand on a un problème de charge mentale, masculin, féminin, peu importe, peu importe, respect à toutes les charges mentales, mais dans ce que je veux dire, c'est on doit régler son problème de charge mentale. Et pas attendre des autres qu'ils règlent pour nous, en fait. Donc moi, mon problème de charge mentale avec Petit Bambou, si tant est que ce soit un problème, c'est plutôt pour moi une conséquence de ce que j'ai voulu réaliser. Il faut que j'apprenne à le gérer. D'où toutes ces stratégies de développement personnel que je mets en place pour mettre cette charge mentale au bon endroit et voir comment je sacralise du temps pour m'occuper de moi. Parce que c'est quand même pour moi une bonne réponse à la charge mentale. Donc moi je suis musicien, donc je joue dans 2 groupes de musique, et je vais peut-être organiser une répétition supplémentaire si les autres sont disponibles, parce que je sais que ça me met en joie, cette énergie créatrice quand on écrit une chanson et qu'elle fonctionne pour nous, on n'est absolument pas connu et on n'a pas de désir de l'être. On a plutôt des désirs de réaliser, de donner vie à des chansons d'une qualité qui est tout à fait contestable, mais nous elle nous convient. Donc j'ai plutôt cherché ça, c'est dire voilà, là trop de charge. C'est pas du lest que je lâche parce que j'ai cette responsabilité de le porter, mais plutôt je vais aller rechercher de l'énergie pour m'aider à le porter. Et moi, cette énergie, elle est plutôt en dehors de mon cercle familial et en dehors de mon boulot. Et pour conclure, est-ce que tu dirais que tu es à ta place aujourd'hui ? Est-ce que tu es heureux là où tu es ? Oui, moi je suis heureux. Alors oui, est-ce que je suis heureux ? Oui, je suis heureux. Je suis heureux. Et c'est aussi une posture mentale de se dire ça, parce que si je focalise sur le négatif, je peux dire il y a quand même plein de trucs qui vont pas dans ma vie parce que j'ai une vie normale. Donc de transition de milieu de vie avec tout ce que ça implique. Oui, je suis heureux parce que j'ai décidé de l'être. Voilà. J'ai décidé d'être heureux, j'ai décidé que cette vie était fabuleuse, que j'en ai qu'une. Donc oui, je suis heureux. Est-ce que je suis à ma place ? Ça serait trop prétentieux. Je peux pas dire oui, je suis à ma place. Donc je vais être obligé d'édulcorer un peu ça. Je pense que je suis sur une place qui est chouette. Qui est chouette, mais je bouge. Et donc, du coup, on n'est jamais à sa place, en fait. On n'est toujours pas loin. On peut être très temporairement à sa place, mais ça, c'est une notion d'équilibre qui bouge tout le temps. En fait, j'aime le monde. Voilà. Donc, si j'ai aimé le monde suffisamment, et si j'ai apporté quelque chose qui a fait circuler de l'amour dans le monde, trop cool. Trop cool. Donc là, je pourrais dire que je suis vraiment à ma place, mais c'est un peu prétentieux de le dire. Donc, je suis toujours en recherche de ma place. Mais je suis pas très loin. Merci beaucoup, Ludovic, pour cet échange. Merci à toi, vraiment, de m'avoir donné la parole. Ce podcast vous a été présenté par Shine, le compte qui libère le potentiel des pros. Envie de découvrir plus de témoignages ? Écoutez les autres épisodes dans Off. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à ajouter des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.